Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le plateau de Cloud Experience. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet un peu hardcore, il s'agit du Metal as a Service. Et pour ce faire, j'ai demandé à Alexis Van, qui est Cloud Chief Technology, de venir nous en parler. Alors Alexis, première question, c'est tout nouveau, le Metal as a Service, qu'est-ce que ça apporte de différent? Alors, c'est pas nouveau. Alors, première chose, voilà, c'est pas nouveau. En fait, aujourd'hui, quand vous faites du hosting, d'accord, quand vous êtes chez OVH, quand vous êtes chez Online, des choses comme ça, je vais parler français, parce que j'aime bien parler des entreprises françaises, vous délivrez du Metal as a Service d'une certaine manière, on va dire, soit en mode opératoire, soit en modèle automatique. Donc, ce qu'on savait faire avant, c'est les plateformes de type online ou de type OVH. Ils ont développé eux-mêmes le Metal as a Service. Donc, ils ont développé des plateformes qui sont capables de délivrer une plateforme physique au moment où vous cliquez dessus. Donc, je clique, je veux un serveur, je veux du réseau, je veux une adresse IP, des choses comme ça. Donc, je vais livrer une plateforme, sachant qu'à ce moment-là, je vais moi-même créer mon site web dessus, je vais l'administrer moi-même. Donc, quand on est à Metal as a Service, j'ai des gestes que je dois faire moi-même et je ne vais pas donner à l'opérateur cloud. Il y a un truc que je ne comprends pas, là, parce que ça fait des années que quand on parle de cloud, on parle des machines virtuelles. Alors là, maintenant, vous parlez de physicalisation. Qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, on va dire quand vous êtes sur des plateformes gigantesques, en gros, vous allez consommer 100% de la ressource physique. Donc une VM peut prendre la totalité de la ressource de la machine physique. Donc à ce moment-là, pourquoi virtualiser? Vous rajoutez des coûts. Vous rajoutez, première chose, un overhead de consommation, soit mémoire, soit directement au niveau du processeur. En fait, je vais directement poser le système d'exploitation et je vais mettre l'application. Donc là, je n'ai pas besoin de la virtualisation. La virtualisation me fournit juste une souplesse qui est une abstraction du matériel. Et je pourrais transporter mon conteneur d'une machine physique à une autre machine, de n'importe quelle marque à n'importe quelle marque. Donc, comme ça, c'est plus simple, on va dire, pour un développeur proprement dit. Par contre, dans le Metal as a Service, ce que vous allez chercher, c'est d'utiliser 100% de la puissance. Donc, soit sur une application, soit sur une technologie. Donc là, c'est ce que je vais chercher, je ne vais pas chercher la capacité, on va dire, virtuelle, je vais chercher la capacité physique de la plateforme. Et quand je développe dans le monde du telco, je vais prendre un exemple cette fois-ci, dans le monde du telco, je sais développer une application qui tire 100% de la puissance de ma machine physique. Et l'autre point, c'est que je n'ai pas besoin de technologie de virtualisation parce que je fais des applications à tolérance aux pannes. Donc, je vais instancier N fois mon application sur les machines physiques ou sur de N machines virtuelles. Donc, peu importe sur quoi je vais tourner, je saurai utiliser 100% de la puissance. Donc, je vais retourner vers la puissance physique du serveur et mon application, c'est la gérer. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que ça correspond à certains types d'usages d'applications? Il y a des applications qui sont faites pour le MAS et puis d'autres qui sont faites pour les VM classiques. C'est comme ça que ça marche? En effet, là-dessus, c'est quand je vais développer une application Metal as a Service, je vais essayer de consommer la totalité de la plateforme. Quand je vais vers une plateforme de type virtuel, c'est que je ne suis pas capable de consommer 100% de la plateforme. Donc, je vais aller sur une plateforme mutualisée et je partagerai mon usage avec quelqu'un d'autre. Donc, avec une autre machine ou en associant d'autres machines virtuelles pour consommer la puissance de la machine. Donc là, pour un opérateur, on va dire, de type cloud, ça, c'est la machine à cache. La mutualisation, c'est machine à cache, c'est je mets plusieurs utilisateurs sur une seule plateforme et je refacture N fois. Donc, une portion de la machine. Donc, pour l'utilisateur final, c'est je ne paye qu'une portion. Donc, ça, c'est la virtualisation. En réalité, quand j'arrive dans des applications gigantesques, si je prends une application comme Netflix, elle va consommer la totalité de la plateforme. Il n'y a aucune raison de la placer sur une machine virtuelle. Par contre, elle va s'appuyer sur une machine virtuelle en intermédiaire. Donc, je vais prendre une partie en physique, une partie en virtuel. Donc, je vais mixer les deux principes pour avoir de la souplesse et de la puissance. Donc, je vais le dire comme ça. Chez HP, vous avez une machine à workload physique donc, qui s'appelle Moonshot.
vous allez avoir une nouvelle génération de machines à workload qui arrive, qui est The Machine. Donc, Martin Fink en a parlé au travers de Discover, donc de Barcelone dernièrement. Donc, je vous conseille d'aller voir la plateforme directement au travers des différentes vidéos qu'a fait Martin Fink. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est un sujet qui risque d'être long, mais juste en procédé, je définis des workloads physiques et je vais provisionner directement la plateforme, la plateforme physique. Donc HP a conçu une machine sous forme de cartouche serveur. Donc chaque cartouche a une propriété bien particulière pour accélérer un traitement. Donc, je vais avoir des cartouches de type générique, de type, je vais dire, Intel Xeon, Intel Atom ou directement AMD Opteron. Je veux accélérer, on va dire, de la vidéo ou du traitement de nouvelle génération au travers du GPU. Donc là, je vais avoir des cartouches GPU. Donc là, je vais pouvoir traiter un type de workload bien particulier. Je veux accélérer, je ne sais pas, du calcul scientifique. Je vais prendre du FPGA directement. Donc là, j'ai une cartouche qui est dédiée à mon type de traitement et va me fournir la pleine puissance. Donc là, j'ai défini un workload physique en choisissant mes cartouches directement et je vais traiter on va dire, au plus juste prix, au plus juste de la puissance directement et au plus juste de l'énergie à consommer. Surtout, quand vous avez une plateforme générique, vous devez tout faire dessus. Là, je vais spécialiser ma plateforme. Demain, vous ne savez pas exactement quelle est la puissance dont vous avez besoin, que ça soit en scale-in ou en scale-out. Donc, The Machine va répondre à ce principe-là. Bande passante illimitée, donc passage en interconnect photonique, puissance de CPU à volonté, j'associe les processeurs et les cartes entre elles et donc je crée la plus grosse machine ou la plus petite machine là-dessus. Et de l'autre côté, de la mémoire, ça va être nécessaire. Donc créer demain, l'avenir est dans l'analyse de données, donc le big data, on va dire. Et je vais associer du processeur avec de la mémoire, donc mémoire, memory store. Donc là, vous allez composer ce qu'on appelle des nanostores. Les nanostores, c'est vraiment des principes que vous utilisez aujourd'hui en associant un serveur avec du stockage ou de la mémoire. Donc vous allez créer des fermes Hadoop, des fermes verticales, des fermes big data, on va dire de manière générique. On pourra le faire plus simplement dans un avenir proche, en tout cas. Donc proche, pour moi, c'est entre 12 à 18 mois, on va dire. Donc je suis quand même dans la vision d'avenir. Et dans le court terme, on vous apporte déjà des solutions au quotidien. Une question pour finir. Donc, pourquoi est-ce qu'un client il doit s'intéresser à The Machine et est-ce qu'il va pouvoir faire coexister demain ou aujourd'hui des solutions masse HP avec son existant ou est-ce qu'il faut tout jeter? Alors, on sera toujours en modèle hybride. Donc, c'était un sujet que j'avais traité auparavant. Donc là, vous allez avoir un existant et des nouvelles applications. Donc, il ne faut pas oublier que avec la nouvelle génération de plateformes, on adresse le besoin, je me rappelle, de la troisième plateforme qui est le cloud, le big data, la partie réseau social aussi, qui est là, qui est une plateforme mobile de ce côté-là, et là, les nouveaux usages des devices qui sont la mobilité, qui sont les iPads, tout ça. Donc tout ça, ça doit être mis ensemble et en fait, nous, on crée une nouvelle génération de plateformes parce qu'on sait que demain, les nouveaux usages ne sont pas encore inventés. Donc là, vous dire qu'il faut casser l'un par rapport à l'autre, je dirais qu'il y a des nouveaux usages. Vous avez 3 plateformes qui existent depuis plusieurs décennies. Donc le mainframe, le client-serveur, donc ça, c'est pas fini. Le cloud, avec ses nouveaux usages, et en fait, on va combiner ces trois plateformes pendant un certain temps. Donc, l'être humain est comme ça, c'est qu'on développe génération par génération et au fur et à mesure, on oublie les anciennes, on historise et après, on les ressort de temps en temps. On les ressort de temps en temps parce que les innovations d'hier ne sont pas encore inventées. Donc, on va dire comme ça. Donc, vous reprenez quelque chose qui existait déjà et vous le réinventez d'un point de vue usage.
Donc, je prendrai juste un exemple, c'est Uber. Hein. Comment commander un taxi alors qu'il suffit de lever la main? On prend un iPhone, on prend une plateforme de big data, un réseau social, et hop, vous avez lancé une nouvelle manière de consommer votre taxi, mais aussi d'interagir avec votre environnement. Hein, je veux un taxi le plus proche possible de chez moi. Je ne veux pas un taxi qui traverse tout Paris pour venir me chercher. Voilà. Donc merci Alexis. Donc amis internautes, ne prenez pas le taxi, mais restez connectés sur le plateau de Cloud Experience pour un prochain sujet.